Bonsoir à tous. Quand les hommes à la veste se chamaillent, ce sont les hommes au chapelet qui les appellent à la raison. La valise diplomatique s'est maintenant enrôlée dans les cafetans. Le religieux s'impose un discours de cendre face aux braises faibles, institutionnellement puissantes. Institutionnellement, la médiation religieuse s'impose, mais à quelle fin, vice ou vertu? Pour analyser toutes ces questions, Belligne reçoit ce soir Dr Bakary Samb. Docteur, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, d'autant plus que votre émission est très suivie en termes d'éclairage. Je pense qu'en tant qu'enseignant, je dirais que c'est aussi un autre grand amphi dans lequel nous apprenons beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez de sortir deux ouvrages. Venez. C'est un présent qui continue parce que le contenu est toujours d'actualité. D'où viennent les confréries? Une interrogation islam au Sénégal qui est sur l'écran, mais également ce livre Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique. Tous ces ouvrages signés Dr Bakary Samb. Docteur, nous avons un islam confrérique, personne n'en disconvient, mais pourquoi un islam politique? Pourquoi? Oui, vous savez que le Sénégal ne peut pas être déconnecté du reste du monde musulman. Oui. Notre pays est un continuum socio-historique naturel du monde arabe. Après la Mauritanie, c'est le Sénégal et ça date de la nuit des temps, je n'aurai pas le temps d'y revenir. Mais depuis les années 50, l'islam que nous connaissions au Sénégal a commencé à être challengé. C'était la naissance de l'UCM à l'époque, l'Union culturelle musulmane, qui a enfanté dans les années 70, à la fin des années 70, début 78, du mouvement Jamaat Ibadur Rahman. Nous avons vu d'autres mouvements qui sont nés sur le flanc de ces mouvements-là, le campus universitaire. Donc le Sénégal n'a jamais été déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde musulman. Simplement, les confréries avaient une telle emprise socio-historique et culturelle qu'elles se sont imposées chez nous comme étant un socle de résilience par rapport à ces influences, par rapport à d'autres pays où l'islam politique, plutôt l'islam réformiste dans sa version salafiste ou wahhabite, a pu détrôner cet islam traditionnel comme le Mali ou le Niger. Pourquoi le pouvoir politique n'a pas diminué le pouvoir religieux? Pourquoi? Il ne peut pas, parce que c'est que historiquement, au Sénégal, l'islam ne s'est pas imposé, il s'est substitué. C'est-à-dire? Il y a un paradoxe. Oui. L'islamisation en profondeur du Sénégal s'est faite pendant l'époque coloniale. Bon, depuis le Moyen-Âge, l'islam est là, etc. Il y a eu ces vagues depuis ce qu'on appelle le commerce transsaharien. Après, on a eu les pèlerinages dans le 14e, 15e siècle, Kanka Moussa et d'autres, l'Empire du Manding. Nous avons eu rapidement le 16e, 17e, 18e siècle, où il y a eu aussi des phénomènes avec ceux qui portaient l'étendard de l'islam par le biais du djihad. Mais l'endogénéisation de l'islam en tant que réalité socioculturelle s'est faite pendant une période où le Sénégal vivait sous l'emprise de la colonisation. C'est-à-dire que donc, les confréries se sont substituées à un ordre sociopolitique détruit par l'entrisme colonial. Et en ce moment-là, les confréries sont devenues des formes de socialisation qui ont pu redonner des repères à une société qui s'interrogeait en pleine crise économique. Il y avait un vide alors? Oui, il y avait un vide sociopolitique. Oui. Parce qu'après la chute des pouvoirs féodaux avec l'empire, les royaumes et les empires, d'ailleurs, quand on regarde très bien, les deux grandes confréries dont on parle plus souvent, le tidjanisme et le mouridisme, se sont implantés dans les deux régions qui étaient où il y avait les deux royaumes dominants du Kayor et du Baol. D'ailleurs, on dit en Wolof, Sumbul Bagné, Lambay Nangu. Mboul, c'est le Kayor, Lambay, c'est le Baol. Donc, voilà que c'est un islam qui s'est ancré, qui s'est incrusté dans le tissu social, de sorte qu'il y a une forme de substitution et pas une greffe idéologique, parce que la greffe idéologique ne tient pas. Cette substitution, à un moment critique de notre histoire, a fait que les confréries ont eu cet ancrage aujourd'hui presque indoublonnable, malgré les assauts de part et d'autre d'un islam réformiste réclamant peut-être du salafisme ou du wahhabisme. Oui, il y a une grande interrogation. D'où viennent les confréries? Vous parlez un peu des confréries exogènes et des confréries endogènes. Que sont-elles ou qui sont-elles? Oui, le fait confrérique, au début, vous savez, c'est seulement pour un souci de classification. Quand je dis exogènes, ce sont les confréries qui nous viennent d'ailleurs, comme la Tijania
et la Qadriya. D'abord, la Qadriya était là avant la Tijaniya. D'ailleurs, j'ai discuté avec Sid Ahmed Si Al-Amin qui me dit que peut-être j'ai commis une erreur en disant que la Qadriya était la première confrérie. Il me dit, hein, et c'est très bien, c'est une très bonne piste après avoir lu le livre, qu'il y avait la Chaziliya qui était là aussi. Donc, il y avait la Qadriya qui nous est venue, qui est née à Bagdad, hein, mais qui nous est venue par la Mauritanie et par d'autres canaux. Abdelkader Djelani, avec les Kunti, etc., depuis Tombouctou, tout ce brassage que vous connaissez, mais aussi de la Mauritanie. Il y a la Tijaniya qui vient d'Algérie, via le Maroc, mais aussi il y a la Sakhet el-Hamra, la Mauritanie, sur la rive du fleuve Sénégal, jusqu'à cette dissémination en plein cœur du pays Wolof, par Seydi Hadji Malick, mais aussi dans le bassin arachidier par El Hadji Abdoulaye Niass. Donc je crois que c'est ça qu'on appelle exogène, par leur origine. Ouais. Endogène, le vent du soufisme qui alors souffle là depuis a pu donner naissance à deux autres confrères qui sont nés ici, fondés par des gens du Sénégal. Je parle de la Mouridia, de Cheikh Ahmadou Bamba, qui dit que d'ailleurs c'est une voix qui est là pour revivifier le message prophétique. Il y a tout un débat intellectuel, est-ce qu'il a fondé une confrérie ou bien il est dans la revivification comme on le dit souvent. Mais aussi il y a la confrérie des Layènes qui est née ici dans la presqu'île du Cap-Vert avec Seydina Limamou Laye. Donc c'est ça l'endogénéité et l'exogénéité en fait. Et ces hommes qui incarnent ces confréries sont puissants socialement, mais pourquoi pas institutionnellement? Je pense qu'ils sont puissants socialement et institutionnellement. Pourquoi je dis institutionnellement? Parce que celui qui fait a la puissance de faire, mais celui qui fait faire aussi est aussi puissant. Mais on ne l'a pas institutionnalisé. On nomme un médiateur de la République, mais quand le pays brûle, entre guillemets, on fait recours à ces religieux-là. Institutionnellement, ils sont absents un peu de l'attelage institutionnel. Oui, ce sont des mécanismes sociologiques que nous avons, mais qui sont incorporés, de sorte qu'on n'a même pas peut-être senti le besoin de nationaliser. Mais je pense que pendant l'époque coloniale, par exemple, vous savez, avec Faidherbe, etc., il y avait plus, je pense qu'il y avait même plus d'institutionnalisation à cette époque-là. Et bon, je pense qu'un pays qui est laïque, laïque à notre manière, non pas la laïcité française, hein, comme certains disent, la laïcité veut exclure la religion. Non, au Sénégal, il n'y a pas cette laïcité. Il y a même une sénégalité originelle de la laïcité, si je m'explique. Dans le Cayor, le Damel avait un gentleman agreement avec le Serigne Faktal. Dès que le Serigne Faktal devait s'occuper d'enseigner le Coran, etc., d'éduquer, sans se mêler de politique, donc il y avait une cohabitation. Mais au Sénégal, c'est encore plus fort. Je crois que les religieux sénégalais, les chefs des confréries, ont un rôle qui est de manière tacite institutionnalisé. Oui. Parce que, justement, c'est au regard de leur rôle que ces confréries ont joué dans notre passé, mais aussi qu'ils continuent de jouer. Oui. Aussi, parfois, c'est très réducteur, l'analyse de ces confréries par le biais pour avoir des votes, etc., un diguel, etc. Ça va au-delà. Je crois que cela structure notre vécu social et la vie politique, naturellement, fait partie de ce vécu social. Mais pourquoi on n'assume pas cette réalité? Pourquoi on ne l'institutionnalise pas? Oui, le Sénégal est l'un des rares pays dans la sous-région qui ne dispose pas, par exemple, de haut conseil islamique. Vous avez le haut conseil islamique au Mali, vous en avez au Niger, vous en avez même en Guinée, vous avez le secrétaire général aux affaires religieuses qui a rang de ministre. Au Sénégal, je pense que, est-ce qu'on a eu besoin de l'institutionnaliser? Est-ce que c'était aussi pour respecter certains équilibres, ne pas créer de frustrations je ne sais pas. Est-ce que cela découle d'une volonté du pouvoir politique à ne pas donner naissance à un autre pouvoir qui va contrebalancer son pouvoir, si j'ose dire? Mais c'est une question qui est sur la table. Je pense que... mais je ne pense pas qu'on ait besoin de nationaliser. Ouais. Parce que... Il faut assumer ce paradoxe. Vous mettez ce paradoxe entre guillemets. C'est le paradoxe de la société sénégalaise. Une société, un État laïque et une société profondément religieuse. Et cela n'est pas antinomique, dans le sens où la laïcité n'est pas l'exclusion de la religion, mais la non-discrimination pour des motifs politiques, des motifs religieux ou idéologiques. Et je crois que cette laïcité-là de consensus nous réussit différemment de la laïcité de combat qu'on connaît en France ou d'autres pays. Et je pense que, je l'ai dit dans une tribune, que peut-être la France devait essayer d'apprendre de ces autres formes de laïcité francophone qui n'ont pas été des laïcités de combat pour dépasser parfois les obstacles dans lesquels se trouve parfois la France dans la gestion du religieux. Exactement. La médiation religieuse ou la diplomatie religieuse, d'où tire-t-elle sa force?
Vous savez, c'est Maxime Rodinson qui parlait de patriotisme de communauté. Quand vous voyez la puissance de la religion en tant que ressource symbolique de la diplomatie, regardez l'Arabie Saoudite aujourd'hui. L'Arabie Saoudite pèse, même avant son pétrole, mais son pétrole, on a rajouté une petite couche, pesait parce que ce pays abrite les deux lieux saints de l'islam. Regardez un pays comme le Maroc, Oui. qui a de loin moins de ressources financières que le Qatar et les Émirats, mais qui sont beaucoup plus influents que ces pays-là ici. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de socles, des ressources spirituelles, des ressources symboliques que ce pays a mis en avant pour convertir ces ressources symboliques en ressources politiques et diplomatiques et aujourd'hui en ressources économiques. Nous, on n'a pas su le faire. Parce que je pense que dans notre pays, très souvent, on confond la diplomatie et la politique étrangère. Je donne un exemple. Oui. Un Sénégalais, et non des moindres, un illustre Sénégalais du nom de Cheikh Ibrahim Niass, est le directeur de conscience de plus de 45 millions de Nigérians. Et je ne parle pas du Ghana, je ne parle pas du Burkina Faso, je ne parle pas de la sous-région. Et d'ailleurs, le Maroc, dans le cadre du rapprochement avec le Nigeria, a dû certainement passer par les réseaux de la Tijaniya pour faciliter ce rapprochement avec l'arrivée de Buhari et le besoin pressant que le Maroc avait aussi d'accéder à ce pétrole et de l'autre côté aussi le besoin pressant que le Nigeria avait à accéder aux engrais marocains. Mais je veux dire que la diplomatie religieuse est un levier très important sur lequel nous n'avons pas assez joué. Aujourd'hui, bon, il y en a qui essaient de perpétuer cette image du Sénégal, les expositions sur la non-violence de chez Amadou Bamba, les Zaouïas chez le Hajj Maliksi à New York, et même Serigne Moutala, qu'on appelait l'ambassadeur du mouridisme, et Serigne Babacar Sy Mansour, qui récemment avait été choisi par la CEDEAO comme étant une figure emblématique pouvant représenter ce message de paix. Donc, dans les instances internationales, on commence à réfléchir véritablement sur ce qu'on appelle le rôle des légitimités traditionnelles et religieuses. Après la panne de la diplomatie institutionnelle, Dakar a abrité en décembre 2021 ce grand colloque sur les légitimités religieuses. Il y avait Mahmoud Diko ici, il y avait d'autres éminentes personnalités qui sont venues dans notre pays. Et je pense que nous devons creuser cela. Au niveau endogène, ça marche, cette médiation religieuse, ou cette diplomatie religieuse. Au niveau endogène, ça marche, non? Au niveau endogène, ça a toujours fonctionné jusqu'ici. Je dis souvent, au risque de choquer certains, que la société civile la plus puissante et la plus influente dans notre pays, ce sont les religieux. On ne peut pas comparer une conclave entre les califes des confréries et une marche de 3 millions de personnes dans la rue. Ce n'est pas le même poids. Ça, c'est une spécificité du Sénégal et je pense que nous devons en jouer. Mais comme c'est une ressource précieuse, aussi, nous devons nous en servir. Ça marche parce que ça a toujours été ainsi. Je pense que, et ce n'est pas nouveau, même dans l'État colonial, lorsque l'administration coloniale peinait à recouvrer les impôts, on disait aux chefs religieux de parler aux populations. La Première Guerre mondiale, avec l'octroi de soldats qui sont partis, De Gaulle en 1958, avec le référendum de 58. Pourquoi la Guinée de Sékou Touré a basculé dès 58 et qu'au Sénégal, on s'est appuyé sur les chefs des confréries. Et Senghor a eu cette intelligence de s'appuyer sur Serigne Fallou Mbacké, Serigne Babacar Sy, parce qu'il avait l'intelligence de cette situation. D'autres qui ne l'avaient pas l'ont payé, ont payé ce prix, parce que n'ayant pas justement compris le poids de ce véritable levier de médiation au pays, et ça a continué sous Diouf, sous Wade, ça a pris une autre dimension que l'on sait, et je pense que le président Macky Sall, malgré certains discours qu'on lui a prêtés au début, je pense que s'est rendu compte de la réalité de ce socle-là et cet instrument de médiation hors pair que sont les religieux. Et on ne peut pas dire qu'ils sont des citoyens ordinaires. Vous faisiez tout à l'heure un clin d'œil au président Macky Sall. Est-ce qu'ils sont des citoyens donc extraordinaires? Non, je ne dirais pas des situations extraordinaires. Des citoyens extraordinaires. Oui, mais ce n'est pas une spécialité sénégalaise. Peut-être je vais vous surprendre. Dans une grande démocratie qu'on appelle les États-Unis, ils ont des grands électeurs. C'est-à-dire que la voix de Bakary Samb ne compterait pas comme la voix de quelqu'un qui a un grand capitaine d'industrie, etc. Nous avons des grands électeurs ici. Les politiciens le savent. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses qui se règlent dans les salons des marabouts entre les acteurs politiques et qui sont de loin beaucoup plus beaucoup plus déterminants que ce qui se passe dans les dialogues politiques, les coalitions, etc. Il y a d'autres logiques, d'autres soubassements
qui font marcher ce pays-là, mais peut-être qu'une nouvelle génération de politiques ou d'une jeunesse peut-être déconnectée par rapport à cette réalité-là, par absence de socialisation confrérique et de culture politique, ignore ces leviers-là. C'est là aussi aujourd'hui ce qui se joue certainement avec une forme de conflit de génération qu'on est en train de traverser, mais qui à mon avis va être assez instructif in fine pour comprendre le véritable ressort de ces confrères et des religieux. Les religieux sont forts, personne n'en disconvient également, mais aucun religieux n'a réussi à accéder au pouvoir, paradoxe ou pas? Un véritable paradoxe, c'est-à-dire que donc il y a ce que c'est Abdelaziz Mbacké Majalis, mon ami que je salue par ailleurs, disait, il appelait ça la nouvelle conscience mouride. Mais je dirais, moi, je lui ai emprunté son terme en parlant dans mon ouvrage Contestation islamisée, la nouvelle conscience confrérique. C'est-à-dire que les Sénégalais savent faire le distinguo entre ce qui relève de leur participation citoyenne en tant que citoyen et ce qui relève de leur appartenance religieuse. Il y a des moments où ça fonctionne ou bien il y a des ponts entre les deux. Mais toutes les expériences menées par des religieux dans le but de conquérir le pouvoir se sont soldées par un échec. Oui. Ça n'a jamais fonctionné. Depuis avant l'indépendance, après l'indépendance, je me rappelle en 1988, je crois, il y avait un descendant d'un chef de confrérie qui a eu quoi, même pas 1% ou 3%. On a essayé aussi dans certains mouvements comme le MRDS d'Imam Baïnian, ça n'a jamais dépassé les 1% ou les 2%. Et on le verra. Parce que les Sénégalais, je crois, c'est ça qui fait quand même le charme quand même de cette population foncièrement, entièrement religieuse, mais qui fait le distinguo. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, elle est certes importante, mais je crois qu'il y a eu aussi une évolution de la situation avec la montée de formes de société civile, la démocratisation de l'accès au savoir religieux, qui est un nouveau phénomène avec lequel les confréries devront quand même composer. Je pense que tout ceci constitue une évolution, une dynamique qui nous réinterroge sur les paradigmes classiques d'analyse de ces confréries et de leur impact sur notre pays. Donc c'est possible que la situation change, qu'un religieux puisse accéder au pouvoir? Il ne le fera pas, il n'accédera pas au pouvoir en tant que religieux, je ne le crois pas. Peut-être par son charisme et son programme, je ne le crois pas. Et ça aussi, ça fait partie du charme du Sénégal. Parce que moi, je pense que parfois, quand on parle d'islamisme, etc., moi, je pars du principe que la religion est une chose sacrée et la politique est une chose profane. Et moi, je crois que même toute tentative de politisation du religieux en est une profanation. Et on voit les dégâts. Et on voit les dégâts avec la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques. On l'a vu, ceux qui ont essayé avec Ennahda en Tunisie, c'est la crise. C'est retombé dans le nationalisme avec le populisme de Kais Saïd. On l'a vu au Maroc, ils ont échoué. Le Parti Justice et Développement. On l'a vu, Morsi n'a pas fini son mandat. On l'a vu dans d'autres pays. Et bon, le modèle aujourd'hui, on parle d'Erdogan, etc., qui, bien que issu de l'AKP, qui est un parti affilié aux frères musulmans, tient quand même à la garantie de la laïcité. Dans son serment, dans sa prestation de serment, il jure sur la garantie de la laïcité qui est garantie par l'armée turque. La laïcité, encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas cette laïcité française d'exclusion de la religion de la sphère publique. Séparation entre le spirituel et le temporel. Pas une séparation, parce que ça demanderait une forme de schizophrénie, mais cette non-discrimination pour des motifs religieux, idéologiques. Jusqu'ici, cela nous a réussi. Je pense que nous devons creuser cela et l'endogénéiser au lieu de penser à vouloir substituer cela à un autre système qui a échoué ailleurs. Les religieux sont là, même absents. On voit un peu dans le discours politique que leurs écrits sont répétés par des acteurs politiques de même que leur nom. Est-ce qu'il y a un rapport de clientélisme entre le religieux et le politique? Vous citez par exemple l'exemple d'Idrissa Seck qui use beaucoup de citations d'hommes religieux ou de discours religieux pour peut-être convaincre ou séduire son public. Est-ce que c'est un rapport de clientélisme ou les religions ont compris le jeu maintenant? Moi, je dirais que c'est une forme d'intermanipulation intelligente où le religieux a besoin du politique, comme d'habitude, et où les politiques ont besoin du religieux. Maintenant, l'utilisation des symboles religieux, ça a fonctionné. Idrissa Seck, ça lui a réussi en 2019. Maintenant, je ne suis pas jugé de la sincérité ou pas, mais en tout cas, le fait d'avoir entonné cette parole de Cheikh Ahmadou Bamba dans la cité, etc., en disant que pour lui c'était important, je pense qu'il a touché dans le référentiel mouride quelque chose qui faisait sens. Et je pense qu'il faut
placer ce débat aussi dans le fait de renouveau de notre discours politique qui puisse faire sens au niveau des populations. Et je crois qu'il n'est pas le seul. D'autres hommes politiques se sont essayés à cela, soit par le discours, soit par les gestes, soit par l'attitude tout court. Et je crois que c'est tout à fait légitime que dans un pays, qu'on puisse mobiliser le discours qui fait sens au niveau des populations pour mieux convaincre. Mais à quelle fin? Ce sont des moyens ou bien des finalités? Moyens pour toucher le public ou bien c'est une finalité? Moi, je pense que dans le discours politique, tout est moyen. Ouais. C'est pas une fin en soi. C'est la même chose que ceux qui parfois critiquent le système démocratique, qui considèrent le système démocratique non pas comme une fin en soi, mais un moyen pour accéder au pouvoir. Ouais. Parce que quand vous retournez dans les écrits de Hassan el-Banna et des frères musulmans, par exemple, ils disent que la démocratie, il faut s'inscrire dans le jeu démocratique. Mais la démocratie n'est pas la fin en soi. Parce qu'ils disent qu'il faut d'abord conditionner, socialiser l'individu musulman, la famille musulmane, le quartier musulman, la cité musulmane, le pays musulman, le monde musulman. Une fois arrivé maintenant à ce niveau de consensus, il faudra détruire tout ce qui pourrait amener la zizanie. Il faut détruire les partis politiques, la presse, les syndicats, etc. Donc, beaucoup de gens utilisent la démocratie comme étant un moyen et pas une fin en soi, malheureusement. Et parfois même, une personnalité charismatique peut arriver au pouvoir de manière démocratique en produisant les pires catastrophes. Hitler a été élu démocratiquement. Ouais. Et on a vu la suite. Et je veux dire que, par ailleurs, si tu prends l'exemple de la France, par exemple, avec le général de Gaulle qui arrive, quand il arrive au pouvoir, ce n'était pas lui le chef légal rationnel, c'était Pétain. Mais il avait la légitimité de pouvoir donner un autre cours à l'histoire de la France. Mais je veux dire que, je crois qu'il y a un consensus, des consensus mous au Sénégal, certes, mais il faut les consolider. Et je crois que les confréries, comme vous avez dit tout à l'heure, sur le discours, il y a de nouveaux éléments à prendre en compte. Il y a premièrement la démocratisation de l'accès au savoir religieux. Aujourd'hui, j'avais écrit un article que je n'ai pas publié qui s'appelle « Cher Google et l'islam des ingénieurs ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, interroger l'Internet, c'est là tout l'enjeu pour lequel j'ai écrit cet ouvrage. Nous sommes dans un monde libéralisé où circulent des offres spirituelles, philosophiques. Si nous n'arrivons pas à positionner notre offre d'un islam qui nous a quand même fait du bien depuis 150 ans jusqu'ici, nos enfants vont consommer d'autres offres. Et c'est tout là l'enjeu. Et là, l'État est aussi interpellé parce que nous arrivons à un stade où il faut patrimonialiser ce legs, patrimonialiser cet héritage spirituel quand même qui a garanti au Sénégal plus de 150 ans de stabilité. Oui, vous écrivez que les religieux sont maintenant des entrepreneurs. Ils contestent le discours politique, ils contestent la situation juridique, ils contestent la société civile. C'est qu'il y a une prise de conscience de la part de ces cercles religieux, non? Oui, maintenant, d'ailleurs, quand je discute avec mon ami Cheikh Tidiane Sy, on l'appelle un religieux. Je donne l'exemple de Cheikh Tidiane Sy, président du QDIS. Du QDIS, cadre unitaire de l'islam. Mais c'est un capitaine d'industrie en même temps. Oui. C'est un agroéconomiste. Mais je veux dire, donc, il y a aujourd'hui une interpénétration des rôles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une forme d'homogénéité, en tout cas, ou en tout cas de figure qu'on peut dire, celui-là c'est un religieux, l'autre un politique. Il y a une interpénétration des rôles. Et c'est cela, l'homo sénégalensis. Celui-là même qui est philosophe, ce Sénégal qui a produit Bachir Diagne, mais c'est même Sénégal qui a produit Cheikh Hadji Malissi, qui a produit Seigne Touba, c'est même Sénégal qui a produit Mbougar Sarr, c'est même Sénégal qui a produit un homme politique de la stature de Macky Sall ou d'Abdoulaye Wade. C'est ça le Sénégal en fait. Je pense que notre pays trouvera toujours ses équilibres et ses repères dans les consensus et dans les équilibres, et pas dans la dichotomie et la séparation des rôles. Oui, la bipolarisation n'a aucun effet positif. Parlons d'un qualificatif pacifique, parce qu'on a besoin de paix dans le Sénégal, mais également dans le monde. Vous écrivez dans vos ouvrages que la force de ces confréries-là, c'est ce caractère pacifique. Oui. Pacifique. Mais aujourd'hui, avec les tensions, comment pacifier à travers le discours religieux la situation qui est un peu tendue quand même? Vous savez, la classe politique, et dans la classe politique, les plus jeunes d'entre eux doivent apprendre de l'histoire du Sénégal. Dans notre pays, les extrémistes n'ont jamais gagné. Dans notre pays, ceux qui ont utilisé la violence n'ont jamais gagné.
Je donne deux exemples. Quand vous regardez le processus d'islamisation du Sénégal, il y en a qui ont fait par le sabre, il y en a qui ont fait... Mais ce n'est pas eux qui ont le plus marqué l'histoire du Sénégal. Les entreprises de Malaineni depuis la Mauritanie, ça n'a pas fonctionné. Et les entreprises violentes. Au Sénégal, comme je le dis très souvent, on a appris de cette histoire que la conquête des cœurs est toujours plus durable que la soumission des corps. Et, en d'autres termes, quand on voit aussi l'itinéraire des hommes politiques au Sénégal, ceux qui se sont distingués par une forme de virulence ne sont jamais arrivés au pouvoir. On l'a vu, je ne vais pas citer des noms, on l'a vu parmi les opposants de Senghor, on l'a vu parmi les opposants de Diouf, on l'a vu, même Abdoulaye Wade, pour arriver au pouvoir, il a fallu quand même 2 fois entrer dans le gouvernement de Diouf, etc. Je pense que le Sénégal trouvera ses équilibres dans les consensus. Et le dialogue est une vertu. C'est une vertu, le dialogue. C'est une vertu sénégalaise. Et quelle que soit la situation, et c'est ce que je dis très souvent, mais de toute façon, même si on devait arriver dans la situation actuelle, même à un nombre de morts impressionnant, ça se terminera où? Autour de la table. Il n'y a jamais eu de guerre qui a été gagnée sur le champ de bataille. Tout s'est terminé autour d'une table. Vaut mieux commencer autour de la table. C'est par le dialogue qu'on conquiert le pouvoir. Je pense que le dialogue est indispensable. En tout cas, dans l'histoire politique du Sénégal, les figures les plus extrêmes, en tout cas qui ont été plus virulents, n'ont jamais pu prendre le pouvoir. Ça, c'est une réalité. Et on peut compter sur le pouvoir des confréries pour institutionnaliser ce dialogue-là, surtout entre classes politiques. Ce dialogue a besoin de caution, de légitimité. Et aujourd'hui, je ne vois pas la société civile, elle est très importante. Abdoulaye Wade les taquiner en disant que il y a tellement de sociétés civiles, etc. Mais je pense que... Ils sont moins... Je donne un exemple. Oui. En mars 2021, oui. Au plus fort de la crise qu'on a connue pendant cette période-là, la solution a pu être trouvée lorsque la société civile laïque, organisationnelle, s'est mise avec la société civile religieuse, incarnée à l'époque par le QDIS, et après est venue la caution des chefs religieux, et on a trouvé la solution. Et je pense que ça, c'est une bonne pratique, et une bonne pratique est appelée à être perpétuée. Nous devons aller dans ce sens. Merci beaucoup, Dr Bakary Samb, pour ces échanges. Merci de votre aimable invitation et encore bravo pour cette émission que nous suivons toujours avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Venez de sortir Islam au Sénégal, d'où viennent les confréries? Excellent ouvrage avec une grande interrogation qui résiste au temps, mais également cet ouvrage Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique. Merci pour tout. Merci également à la noblesse anodine d'Ami, Ibamar, Sidignan, mais également Laïdjouf pour le montage. Vous suiviez Belle Ligne, mais continuez de suivre les programmes sur ITV.